Loin de s'estomper, ma curiosité augmente au fur et à mesure qu'il parle. Dans quelles circonstances un proxénète a-t-il pu rencontrer Rabat? J'insiste encore, sachant pertinemment qu'il ne m'a pas dit la vérité, ou tout au moins qu'il m'a caché quelque chose. Le truand devient mal à l'aise. Il a exactement le comportement d'un homme qui vient de se rendre compte qu'il est allé peut-être trop loin, qui redoute d'avoir commis un impair. Mais il ne peut esquiver mes questions. Il sort un énorme cigare de son veston et l'allume avec un briquet en or massif. Ses énormes bagues scintillent. Tu te fais des idées. Ton oncle est un homme très bien. Tous les gens que je connais ne viennent pas forcément voir mes putes. Allez, oublie donc tout cela. Tu es chez moi, et chez moi, on vient pour s'amuser. Que veux-tu? Un cigare? Une bière? Tiens, je vais vous faire goûter une bouteille d'alcool qui vient droit d'Amérique. Vous m'en direz des nouvelles. Sortant de sa réserve, son frère vint à ma rescousse. Espèce de sauvage. Youssef est mon ami, et je n'apprécie pas que tu le prennes pour un imbécile. Il t'a posé une question, je te prierai donc de lui répondre. Dis-lui la vérité. Quel genre d'affaires as-tu fait avec son oncle? Le truand hésite, puis, avant de sortir dans la rue, il me lance. Samedi. Si tu es samedi soir avec ton oncle, tu seras fixé. Je n'ai pas parlé à Rabat de mon étrange rencontre avec le truand. L'idée ne m'a pas effleurée et je n'ai nulle intention de le faire. Rabat ne me demande jamais où je passe mes après-midi. C'est préférable. Je ne me vois pas en train de lui dire que je fume le hashish de Rachid le Kabyle avec mes amis. Je sais qu'il m'aurait immédiatement renvoyé au doigt. En attendant le samedi soir, je me tracasse sans cesse pour savoir ce qu'a bien voulu dire le truand. À première vue, ses explications volontairement imprécises laissent supposer n'importe quoi. Mais ce qui me gêne par-dessus tout, c'est le mystère qu'il a voulu donner à sa réponse. Et là, les hypothèses se réduisent. Il n'a rien dit de concret qui aurait pu m'orienter, mais la manière de me l'annoncer signifie quelque chose. Je serais surpris. J'attends donc le samedi soir pour connaître en quoi consiste cette surprise. Mon ami m'a décrit son frère en des termes peu reluisants. Il m'a clairement laissé entendre que son truand de frère trempe dans toutes sortes d'affaires aussi illégales les unes que les autres. Le plus drôle est qu'il exerce ses activités illicites au vu et au su de tout le monde. Son terrain de prédilection est l'alcool et la prostitution. Il est, paraît-il, capable de livrer sur commande des bouteilles d'alcool de qualité introuvable sur le marché. Il peut dénicher et faire entrer clandestinement n'importe quelle marchandise. La prostitution représente l'activité permanente la plus lucrative. Outre les femmes qu'il fait travailler à la Casbah, il a sélectionné quelques filles très jeunes qu'il destine exclusivement à l'usage des personnes riches de la ville. Ces jeunes filles proviennent en majorité d'Afrique noire et du nord de l'Europe. Elles vivent toutes cloîtrées dans un appartement proche de la Casbah. Les meilleurs clients de ces filles sont des hommes d'affaires européens. Certains d'entre eux occupent, paraît-il, des postes importants dans l'administration. Et l'on peut même compter un commissaire de police parmi eux. Le truand sait de quoi il parle lorsqu'il affirmait que les Européens font tourner le commerce. Le truand touche aussi à la drogue, mais à ce sujet, je n'ai pu obtenir aucune information précise. Enfin, il se livre à des trafics occasionnels s'il estime l'opération rentable. Tous ces éléments m'embrouillent l'esprit. Connaissant un peu mieux les activités du truand, je n'entrevois toujours pas la nature des affaires qu'il traite avec Rabat. Je mentirais en prétendant que cette histoire me passe au-dessus de la tête. Rabat est mon oncle, et à ce titre,
Je me sens déjà assez concerné au point d'être impatient d'arriver à ce fameux samedi soir. Ce soir-là, après le déjeuner, Rabat me prie aimablement de lui rendre un service. Il consiste simplement à livrer le jour même une grosse quantité de fruits et de légumes à un grossiste d'Al-Harrach. Ensuite, je dois prendre livraison d'un important chargement à Dar al-Beida. Un employé est à ma disposition si je le souhaite. En attendant, comment puis-je faire autrement? D'ailleurs, je m'avoue vaincu. Rabat a habituellement sorti le grand jeu, imparable. Aucun argument ne peut faire déplacer d'un jour la livraison. Je n'ai pas eu besoin de lui poser une seule question. Il a anticipé, écartant toute objection. Le grossiste approvisionne chaque samedi diverses collectivités. Pourquoi n'y avoir pas pensé plus tôt? La coopérative lui a livré les fruits et les légumes seulement le matin. Et c'est vrai. Pourquoi moi, justement? Le gérant marie son fils, et Rabat lui a accordé sa journée. Pourquoi pas les employés? Il n'a pas confiance en eux. Pourquoi revenir le dimanche et ne pas tout faire dans l'après-midi? Avec l'intense circulation des samedis après-midi, et sans oublier le chargement qui ralentira le voyage, je ne peux en aucune façon assurer ces 2 courses dans l'après-midi, et il est hors de question que je revienne la nuit avec un chargement. Et puis Dar al-Beida est très animé le soir. Bref, cette ville mérite le détour, surtout la nuit. Rabat est aimable, il me demande un service. Ce n'est pas un ordre, et il insiste sur ce point. Là-dessus, il met la main à la poche et me donne de l'argent. Il se montre particulièrement large. Je suis jeune, et de temps à autre je dois me distraire. Bref, je dois m'incliner. Je le quitte avec le regret de ne pouvoir satisfaire ma curiosité. Je m'en veux, surtout, de m'être fait piéger comme un gamin. Le coup de Rabat est l'enfance de l'art. Et pourtant, je ne l'ai pas prévu. Je ne suis vraiment pas fier de moi. Il est évident que je n'ai pas été à la hauteur. Je m'incline devant l'habileté de Rabat. Cette histoire me fait maintenant sourire. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais puisqu'il en est ainsi, je suivrai les conseils de Rabat. J'irai m'amuser à Dar al-Beida la nuit. Je me rends directement à mon quartier général à la Casbah. Là, je rencontre 3 de mes amis, dont Redouane, le frère du truand. Et je leur demande, s'ils n'ont rien à faire, de venir me donner un coup de main. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent, et j'ai la ferme intention de le dépenser. Nous irons faire la fête à Dar al-Beida. Mes amis acceptent ma proposition avec joie. Nous prenons donc le chemin de l'entrepôt. Nous attelons 2 mulets, chargeant la marchandise sur la remorque et prenons la direction d'Al-Harrach. En chemin, je leur raconte la façon dont je me suis fait posséder. Histoire de me taquiner, chacun me pousse davantage dans le ridicule. Le hashish de Rachid, le kabyle, est pour beaucoup dans notre bonne humeur. À Al-Harrach, nous nous acquittons rapidement de notre tâche. En arrivant enfin à Dar al-Beida, l'après-midi touche à sa fin. Effectivement, nous n'avons plus la possibilité de charger et de repartir sur Alger, car les locaux du grossiste sont fermés. Nous entreposons les mulets et la remorque dans un hangar surveillé, puis nous retenons des chambres pour la nuit dans un hôtel. Nous déambulons un moment dans les rues de la ville avant de partir en quête d'un petit restaurant. Dar al-Beida est une petite ville charmante. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais je lui trouve un air de fête. À cette heure, il y a beaucoup de monde dans la rue et dans les bars. Les terrasses des restaurants sont bien garnies et nous avons quelques difficultés à trouver une table. En mangeant, nous entamons des discussions passionnées qui aboutissent invariablement
à l'énigme du samedi soir. Après avoir passé en revue les diverses hypothèses et faute de trouver l'explication plausible, mes 3 amis me déconseillent de rester sur des incertitudes et m'invitent à réagir. J'ai beaucoup de peine à leur faire entendre raison. Je leur exprime en toute franchise mon sentiment sur la question. Pour moi, il n'y a aucun point d'honneur à défendre dans cette histoire. C'est vrai que j'ai attendu cet instant avec impatience et que j'aurais souhaité connaître le dénouement de cette intrigue. Mais il ne faut pas inverser les rôles. Je me refuse à surveiller les faits et gestes de Rabat. De toute manière, je ne suis pas autorisé à le faire. Rabat est mon aîné, mais je lui dois le respect. S'il juge préférable de ne pas me mettre dans la confidence, il en a parfaitement le droit. Il serait malveillant de ma part de tenter de surprendre dans une situation délicate un homme à qui je dois beaucoup et qui plus est appartient à ma famille. Enfin, il ne m'a pas menti puisqu'il ne m'a rien dit. Mes compagnons ne démordent pas de leur avis. Ils se chargent de me convaincre de ma prétendue mauvaise évaluation de la situation. Selon eux, mes intentions sont louables, mais elles manquent de lucidité. Il ne s'agit en aucun cas de s'ingérer dans sa vie privée, mais de savoir tout simplement à quoi s'en tenir quant à sa moralité. S'il a pris soin de mettre quelques kilomètres entre nous, c'est qu'il n'a pas la conscience tranquille. Il faut s'assurer de sa bonne conduite, puisque se prétend au douar un homme respectable. Je m'en veux maintenant d'être allé trop loin dans ma curiosité. En étalant au grand jour, le piège s'est refermé sur moi. Je suis contraint d'aller constater sur place pour en finir une fois pour toutes avec cette sombre histoire. Mes amis m'ont acculé à cette solution, mais il est vrai que j'y ai mis du mien. De peur de paraître trop naïf, je me résous sans enthousiasme à aller chercher la vérité. Redouane et moi partons pour Alger dans un taxi clandestin. Par précaution, les 2 autres restent à Dar el-Beida dans le cas où nous tarderions à rentrer. Si nous ne revenons pas avant 9 heures du matin, ils se chargeront de ramener les marchandises sur Alger. Vers minuit, le taxi nous dépose à Dar el-Oued. À Bab el-Oued, nous avons très peu à marcher pour arriver à destination. Et quelques minutes plus tard, nous y sommes. En réalité, nous ne savons pas si Rabat se trouve dans sa maison. Le truand ne l'a pas mentionné. Nous sommes venus à Bab el-Oued parce que je ne connais pas d'autre endroit où le trouver. Le quartier semble vivre davantage la nuit que la journée. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Redouane va en éclaireur et ne remarque aucun signe particulier, sitôt une faible lumière provenant du fond de la maison du côté jardin. Il a entendu de la musique, mais n'est pas certain de son origine. Il y a tant de bruit dans la rue qu'il ne peut être affirmatif. En apprenant cela, je suis soulagé. Nous ne trouvons rien d'anormal ce soir. Redouane, qui connaît admirablement bien le quartier, me propose de jeter un dernier coup d'œil du côté jardin avant de partir. Je le suis. Il va sur les hauteurs, contourne le quartier, puis fait demi-tour en empruntant des ruelles. Enfin, il s'arrête au pied d'un mur. De là-haut, nous verrons le jardin et la maison, me dit-il. En grimpant sur le mur, je constate qu'il a trouvé l'endroit d'observation idéal. Certes, nous sommes quelque peu éloignés, mais nous pouvons tout de même bien discerner la pièce donnant sur le jardin. D'où nous nous trouvons, nous entendons parfaitement la musique. Ce que je vois est à la mesure de ce que je redoutais tant. Rabat a organisé une réception chez lui. La fête bat son plein. Et quelle fête, nom de Dieu! La suite demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner.